faire. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, faut le faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler des trois grandes courses qui arrivent avec ce dimanche l'Amstel Gold Race, mercredi prochain la Flèche Wallonne et le dimanche qui suit Liège-Bastogne-Liège. Vous l'avez compris, on va donc aborder dans ce podcast les classiques ardennaises avec trois de nos spécialistes du groupe Eto qui étaient présents déjà au précédent épisode, comme quoi quand on a une équipe qui gagne, eh bien on ne la change pas. On commence avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut. Alors, tu vas nous le rassurer déjà, dimanche dernier, il n'a pas plu sur Paris-Roubaix. Il a plu samedi, il a plu lundi, mais il a pas plu dimanche. Bon bah, on n'a plus qu'à attendre octobre et faire la danse de la pluie pour voir ce que donnerait un Paris-Roubaix pluvieux. On n'a pas eu ça depuis 2002. Et après, on est également avec Johan. Salut Johan. Salut Mathieu. Alors, Johan a la connexion un petit peu capricieuse parce que y a Pierre Roland qui a laissé des traces depuis sa victoire à la Toussuire, là où tu es. Oui, bah, ils ont enlevé le panneau, donc on va avoir un peu honte. Hein. Ils ont enlevé le panneau ligne d'arrivée depuis la dernière, donc. Et pour finir, on est avec celui qui voulait que l'on parle d'Alejandro Valverde dans ce podcast, Anselme. Salut Anselme. Salut, et puis ça me semble logique de parler du meilleur classic man de ce siècle à l'approche de ces classiques. Ah, je pense que ça nous ferait un petit débat sympa à faire, le meilleur classique. C'est vrai que Valverde, il a une belle variété de victoires sur les classiques. Hein. Liège-Bastogne-Liège, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, la Flèche Wallonne, la Flèche Wallonne. San Sebastian. Ah oui. En espagnol, c'est original. Il a aussi gagné le Tour de Navarre, mais bon, on va pas non plus. Et dernière victoire en date, le Grand Prix Miguel Indurain. Mais on aura le temps d'y revenir, bien évidemment. Dans ce podcast, donc, pour regarder un petit peu, faire la présentation de ces Ardennaises, on va se concentrer sur quelques coureurs, les principaux coureurs à suivre, avec notamment le duo Roglic-Pogačar, le duo slovène qui marque tout le monde depuis un petit bout de temps désormais. On regardera où en est le champion du monde Julian Alaphilippe, où en sont également les autres coureurs français, et également quelques autres coureurs à suivre, dont, bien évidemment, vous l'avez compris, Alejandro Valverde, et enfin, à la fin, bien sûr, un petit prono. Et bien voilà, à présent, pour le programme de Chasse Patate, vous savez tout, attention au départ, Chasse Patate, c'est parti! Je vous l'avais dit, on va commencer par Primož Roglic et Tadej Pogačar, deux coureurs qui sont très impressionnants en ce début de saison. Primož Roglic qui a remporté le Tour du Pays Basque, d'ailleurs la semaine dernière, devant notamment Tadej Pogačar. Primož Roglic qui sera, lui, sur les trois courses ardennaises, tandis que Tadej Pogačar fera l'impasse sur l'Amstel Gold Race. Est-ce que Primož Roglic et Tadej Pogačar sont tout simplement les deux coureurs qui arrivent le plus en forme pour ces deux ardennaises? Est-ce qu'ils ont des moments où ils sont pas en forme? C'est un peu ça la question, surtout. Ce que j'allais dire, oui, ils sont en forme depuis plusieurs mois. C'est pas les coureurs en forme du moment, c'est les coureurs en forme depuis un an presque. Parce que de toute façon, Pogačar, c'est presque le seul coureur qui est sorti de Tirreno Adriatico en étant pas complètement épuisé par la course. Donc, Pogačar, de toute façon, il a une endurance assez folle, il va être au rendez-vous, il est dans n'importe quelle course à n'importe quel moment, pas de problème. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Anselme? Ils sont en forme, c'est sûr. Les plus en forme, je pense pas. Enfin, il y a toute une palanquée de coureurs qui ont montré qu'ils étaient tout aussi en forme. Je pense à des gars comme Pidcock ou la paire FDJ avec Gaudu. Donc, je pense pas que ce soit le plus en forme. Le truc, c'est que étant en forme et très bon, ils sont un peu au-dessus des autres. Enfin, de toute façon, les deux seront des challengers. Évidemment, j'ai du mal à en voir un se rater complètement hors fait de course, crevaison ou chute, ce que je ne leur souhaite pas. Alors, on va quand même rappeler que Primož Roglic et Tadej Pogačar, pour l'instant, ils n'ont quasiment fait que des courses par étapes. C'est seulement Tadej Pogačar qui avait participé au Strade Bianche où il avait pris la 7ème place. L'année dernière, il s'était montré très en forme sur les Ardennaises, mais on était quand même dans une configuration assez atypique, à tout le moins. Cette année, on est dans une configuration habituelle, plus classique,
est-ce qu'ils peuvent être aussi forts sur les courses d'un jour qu'ils ne le sont sur les courses par étapes? Sur ces courses d'un jour-là, en tout cas, c'est celles sur lesquelles ils peuvent être le plus forts. La Flèche Wallonne avec le mur de Huy et ses forts pourcentages, et Liège-Bastogne-Liège avec son dénivelé, s'ils ont à performer sur des classiques, ça va être sur celle-là. C'est celles qui leur conviennent le mieux, en quelque sorte. Avec le Lombardie, je dirais quand même. Bah, la Lombardie, c'est particulier parce que c'est en fin de saison, donc il y a le critère de forme et de récupération sur l'année qui joue. Et vu leur capacité à bien Si on a- récupérer, C'est pas faux. mais je pense pas qu'ils peuvent avoir le même, on va dire la même supériorité sur les courses sur les courses d'un jour, les classiques, parce que il y a beaucoup plus d'aléas, c'est beaucoup plus dur, on va dire, à contrôler, dans le sens où si tu te rates un jour, tu peux pas, enfin c'est fini quoi. Il n'y a pas une étape pour tout reprendre le lendemain. Et puis j'ai envie de dire aussi, les adversaires sont peut-être un peu moins, vont peut-être moins laisser, sachant que face à une concurrence notamment d'Alaphilippe, la Quick-Step c'est une équipe qui est là pour gagner. Là où sur les courses par étapes, plus facilement leurs adversaires vont se contenter d'une place sur le podium ou d'une étape. Oui, puis même physiquement, hein, sur les courses d'un jour, ils sont plus prenables. On les a pas vus pour l'instant sur les courses d'un jour être supérieurs au-dessus de la mêlée. On les a vus être dans les meilleurs, ou même les meilleurs, mais pas écrasés comme ils font lors des courses par étapes. Donc ils vont probablement être dans les favoris, ils vont probablement être devant, mais pas pour ça qu'ils vont forcément gagner. C'est un peu comme Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert qui devaient tout écraser sur la saison des Flandriennes, et puis C'est aussi parce que les classiques sont plus ouvertes, plus indécises que les courses par étapes, peut-être? ouais, enfin, on parle du Liège-Bastogne-Liège, donc ça dépend, c'est un point de vue. Mais C'est vrai que c'est loin d'être la course la plus animée de la saison. c'est plus facile à contrôler Liège-Bastogne-Liège, c'est sûr qu'un Gand VIM où ça va bordurer à 150 bornes de l'arrivée. Donc il y a quand même plus facilement moyen de se régler, de se mettre, dire ok, on va gérer, on va mettre les skis à rouler jusqu'à la Roche au Faucon, et puis après on verra ce qui se passe. Justement, par rapport à leur équipe, on va avoir un point qui peut être quand même assez intéressant. C'est sur l'Amstel Gold Race, on va avoir le binôme Primoz Roglic, Wout van Aert. Comment peut se partager le leadership entre ces deux coureurs? Le leader, c'est Wout van Aert. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sur l'Amstel, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que Roglic, il n'est pas là pour contester à Wout van Aert le fait d'être leader. Après, il va pas se gêner s'il est en position de gagner, quoi. Mais je pense que la carte affichée, c'est Wout van Aert. Moi, je pense il devrait l'aider comme il l'a aidé sur les championnats du monde, donc ça devrait être un Français. Non, mais je suis assez d'accord sur le fait que Van Aert est pour moi la meilleure carte à jouer, de la même manière que du coup Pogacar ne vient pas. Et la UAE a tout intérêt à miser sur un Trentin, parce qu'on sait que l'Amstel ces dernières années est propice à l'arrivée en petits groupes et où une grosse pointe de vitesse est souhaitable. Donc je pense que Wout van Aert sera leader, et puis Roglic aura les deux classiques belges pour lui, qui sont quand même beaucoup plus taillés pour ses capacités. Les classiques belges sont plus typés grimpeurs que l'Amstel, c'est ça. C'est ce qui explique aussi l'absence de Tadej Pogacar et la présence de Van Aert aux côtés de Roglic sur l'Amstel. Surtout depuis que le changement de parcours et que le Koberg n'est plus aussi décisif, ça a quand même vachement changé la physionomie de la course. Geoffrey? C'est ce que j'allais faire la même remarque sur le changement de parcours. Si on avait encore l'ancien tracé avec la ligne d'arrivée qui est directement en haut du Koberg, c'était pas le même scénario, mais là, avec le parcours de cette année, en plus avec la course en circuit qui va volontairement éviter le Koberg dans le dernier tour, avec la petite route qui va être prise dans le dernier tour, on est vraiment sur une Amstel, on va dire presque plus pour spécialistes de l'Amstel, donc transition flandrienne, ardennaise. Après, pour revenir sur notre duo slovène, Roglic-Pogacar, donc on les a vus la semaine dernière sur le Tour du Pays Basque. Je pense que vous n'allez pas trop me contredire sur le fait que c'était les deux coureurs les plus forts ou les plus en vue à tout le moins de la semaine. Mais au final, Primoz Roglic a gagné avec notamment cette dernière étape et un gros numéro avec une attaque lancée de loin, une étape qui a explosé depuis le départ. C'était assez fou à voir, à suivre, à regarder. Est-ce que Roglic a pris un ascendant psychologique sur Pogacar à l'occasion de cette étape? Non. C'est plus le collectif de la Jumbo-Visma qui a pu prendre un avantage sur UAE, parce que
au final, ils font 1 et 2 avec Roglic et Vingegaard, alors que comment dire, qu'ils sont en bonne position avec McNulty qui était leader et Pogacar qui espérait quand même gagner à côté. Moi, je pense que, ils peuvent pas avoir pris de coup dans le sens, où UAE perd parce qu'il court un peu n'importe comment, hein. Très vite, McNulty doit dire que il a pas les jambes et que, c'est fini quand Roglic attaque sur la dernière étape. Pogacar doit suivre, à mon sens. Et c'est plus là, Pogacar, lui, il s'est pas montré moins fort que Roglic, mais son équipe s'est montrée moins intelligente, donc. Pogacar c'est même presque monté plus fort que Roglic parce que Pogacar roulait plus longtemps et dans la dernière montée il roulait encore, il n'a pas vraiment perdu de temps sur Godu, alors que Roglic dans la dernière montée il était dans la route Godu physiquement il n'a pas craqué, c'est juste qu'il s'est fait piéger dans une descente et que il n'a pas très bien géré derrière, mais sinon il n'y a pas de raison qu'il ait pris un coup au moral, quoi. C'est juste ça doit le faire chier, mais à la limite comme ça il est plutôt revanchard, c'est pas plus mal pour lui, pour les Ardennaises. Et après, sinon aussi, pour finir sur un peu Roglic, Pogacar, donc ils sortent du Tour du Pays Basque. Alors, je me souviens plus très bien, est-ce que c'est un peu habituel d'avoir les principaux favoris aux Ardennaises qui passent par le Tour du Pays Basque? Ces dernières, t'as eu toute la période espagnole avec Rodriguez, Valverde où ça passait par le Pays Basque. Après, La est-ce que c'est décennie avant, habituel? Digoukar et Bellin faisaient le Pays Basque aussi, donc Cadel Evans qui a gagné la Flèche, c'était aussi un habitué du Pays Basque, donc c'est une préparation comme une autre. Ouais, c'est plus au type de coureur où le grimpeur puncher va peut-être faire plus le Pays Basque, là où le puncher, on va dire flahut, va faire les autres classiques plutôt. Mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de grosses différences entre les prépas. Ça se vaut un petit peu. Bah, c'est ça. De toute façon, le Tour du Pays Basque, c'est une course de préparation, pas uniquement pour les Ardennaises, mais comme les autres courses d'une semaine, c'est plus ou moins une préparation pour les grands tours qui vont suivre le reste de l'année. On C'est pourra logique, voir oui. là avec Alaphilippe qui lui n'aura pas fait le Pays Basque, ce que ça donnera face aux deux autres. Et justement, la transition est toute trouvée pour passer à Julien Lafilippe, là, le passage de plat magnifique par Anselme. Merci beaucoup. Julien Lafilippe, donc, qui lui sera au programme des Trois Flandriennes, comme c'est le cas depuis un petit moment désormais, l'Amstel, la Flèche et Liège. Est-ce que il n'est pas un petit peu moins fort cette saison que par le passé? Parce que Julien Lafilippe, cette année, en termes de résultats purs, il est peut-être un peu moins présent, un peu moins impressionnant que par le passé. Il a moins couru surtout. C'est surtout ça qui Il joue. il a quand même gagné une étape à Tirreno Adriatico. Sûr qu'il n'a pas gagné Milan-San Remo, mais quand il enchaînait les courses pendant 2 mois, forcément, on avait l'occasion de le voir un petit peu plus avant les classiques. Ça a moins été le cas cette année, mais s'il a d'autres objectifs plus tard dans l'année, ça peut se comprendre. De toute façon, c'est vrai que sur Tirreno, quand il gagne Van Aert Poel et Wout van Aert dans le domaine de punchers, donc c'est plutôt rassurant en soi. C'est pas. Après, c'est sûr que on l'a vu autour des Flandres prendre confiance, donc ça pose des questions. Mais c'est dur de savoir où il va vraiment en être. Sachant que des fois, on l'a vu aussi arriver des fois trop en forme à l'Amstel Gold Race et puis après être un peu limité sur Liège-Bastogne-Liège. Donc s'il fait l'inverse, c'est que il est au top pour Liège-Bastogne-Liège qui est son objectif, c'est forcément un problème. Moi j'ai envie de dire, il a jamais été non plus, comme le dit Ivan, il a jamais été aérien et ultra dominateur sur les Ardennaises, ayant même parfois tendance à se rater sur Liège par exemple, ou de subir un peu la course, là où on l'attendait, on va dire, au grand favori. Il n'y a que la Flèche qu'il a réussi à gagner pour l'instant et où il a dit, j'ai envie de dire, était à son niveau, mais il a jamais non plus. La seule année où on va dire il gagne plus facilement, c'est 2019, 2018. C'est l'année où on va dire Valverde est en retrait et il gagne devant. C'est l'année où il est à la lutte avec Van Ander dans le mur de 8, qui est déjà en retrait. L'année d'après, où on l'attend très très fort, il est à la lutte et presque mis en difficulté sur la fin par Fulsang. Donc, je pense pas qu'en fait son début de saison soit inquiétant. Il a une autre approche, notamment avec beaucoup de Flandriennes. Enfin, beaucoup. Avec quelques Flandriennes.
Et il n'y a pas raison de s'inquiéter plus que ça. Et après, par rapport aux 3 courses qui sont au programme, est-ce qu'il faudrait pas, peut-être pour Julien Alaphilippe, tout miser sur Liège-Bastogne-Liège, d'autant plus cette année avec son maillot de champion du monde? Bah, étant donné qu'il n'y a pas fait de course par étape juste avant, justement, plutôt non. Je sais que moi, j'étais même surpris que ce soit pas la Flèche Brabançonne pour, avant les Ardennaises, quoi. Donc non, au contraire, faut qu'il enchaîne les courses, faut qu'il enchaîne les 3 pour essayer d'être bien, quoi. Parce que lui, typiquement, il sort du Pays Basque, il fait sauter l'Amstel, c'est normal, il faut qu'il récupère, faut qu'il fasse du jus. Alaphilippe est dans une situation inverse, faut qu'il se mette en rythme, faut qu'il soit dans le coup, donc vaut mieux qu'il aille sur les 3, qu'il fasse les 3 et puis que ça se passerait bien. De toute façon, c'est pas, quand il est en forme, c'est pas un problème le fait d'enchaîner comme ça, donc. D'autant que s'il se rate sur Liège après avoir filoché sur les 2 premières, on pourrait dire que sa saison classique est complètement ratée et ce serait quand même dommage étant donné qu'il est champion du monde. Donc il a tout intérêt à en gagner une des 2. Puis il va gagner la Flèche de toute façon, donc c'est pas trop. Il fait un peu par figure de grand favori sur la Flèche en plus. Ouais, donc, C'est toujours ça de prix. Hein. Disons que sur la Flèche, en tout cas, il n'y aura pas Mathieu Van Der Poel qui va lui mettre un gros démarrage comme sur Estrade Bianche. Ça sera déjà ça de gagner. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir Mathieu Van Der Poel mettre la même attaque que Gilbert, c'est 2011 à 300 mètres avec le commentateur belge qui commence à péter un câble. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est trop loin, c'est trop loin. Et il avait gagné 2011 où il fait le triplé en plus, deuxième coureur à le faire après David Erebellin en 2004. Est-ce que Julien Alaphilippe va faire le triplé? Je pense pas cette année. Vous n'avez pas l'air très confiant là-dessus quand même. La Flèche, surtout avec l'Amstel en circuit comme ça, c'est compliqué, quoi. Geoffrey? dire la Flèche, déjà, ce sera un échec s'il la gagnait pas, parce qu'on est vraiment sur un terrain qui est fait pour lui, et où s'il est en bonne forme, il a l'équipe pour être bien placé au pied et qu'il ait aucun souci pour être amené dans les bonnes conditions pour faire son effort au bon moment. L'Amstel, on peut espérer qu'il ait grandi un petit peu mentalement et qu'il fasse plus la même erreur qu'en 2019. Liège, le nouveau parcours lui plaît bien, hein, parce que ça reste quand même le dernier coureur à avoir levé les bras boulevard de la Sauvegarde. On va voir, mais la Flèche sera pour moi son vrai test. L'équipe de Kevin Quickstep peut avoir plusieurs cartes à jouer sur l'Amstel, parce que l'Amstel, il peut y avoir vraiment plein de configurations de courses différentes. La Flèche sera un gros test pour lui avec les jambes. S'il ne gagne pas la Flèche, je pense que ça faudra pas attendre malheureusement beaucoup de choses de lui à Liège. Alors que s'il la gagne, comme en 2018 ou en 2019, parce qu'Anselme évoquait tout à l'heure le fait qu'il avait été beaucoup plus aérien en 2018, mais faut pas oublier qu'en 2018, il courait sans penser courir pour la gagne. Hein. Il pensait qu'il y avait toujours Nibali qui était devant et il s'attendait pas à la gagner. Donc ça avait pu jouer sur la manière dont il avait gravi le mur de lui. J'avais oublié ça. On court pas à l'économie quand on pense que la victoire est déjà perdue. Donc c'est l'année où il a été on va dire le plus impressionnant en soi. Donc. Et après, peut-être pour Julien Alaphilippe, finalement, là où on l'attend le plus, c'est peut-être sur Liège-Bastogne-Liège, puisque, comme vous l'avez dit, la Flèche, c'est une course qui lui va parfaitement. Liège, l'année dernière, tout le monde sait ce qui s'est passé. Geoffrey l'a rappelé, on va pas y passer des milliers des cents, mais il s'était montré très costaud. 2019, il avait été un petit peu plus en difficulté. Est-ce que là, il y a quelque chose à particulier à faire pour Liège, autre que ne pas lever les bras trop tôt? Arriver tout seul, mais il faut qu'il en soit capable. Ouais, je sais pas. De toute façon. Après, quand il est en forme, il est capable de régler des sprints. Hein. Liège-Bastogne-Liège aussi, l'année dernière, c'est la course de fin de saison qui était un peu moins bien après le mondial, juste après le mondial, je crois. Il n'était pas aussi dominant que d'autres années. Donc après, si vraiment il a la bonne patte, s'il arrive en 1 contre 1 contre Roglic, normalement il peut l'aligner au sprint. Donc. Surtout sur le plat. Il a la carte sprint qui peut l'aider, mais voilà, il a les cartes par rapport à ce qu'il a montré jusqu'à présent pour gagner Liège, en tout cas, cette année. Oui, oui. Tout le temps. Depuis sa 2e place, on sait qu'il a la capacité à briller sur la course, donc il n'y a pas de raison. Bon, on va le suivre avec attention, et puis on verra déjà, comme le dit Geoffrey, s'il s'impose ou pas
sur la Flèche wallonne. On va regarder à présent, je vous propose de regarder un petit peu les autres Français. Je ne veux pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais on a du David Gaudu, Benoît Cosnefroy, Warren Barguil, Valentin Madouas, notamment, entre autres, qui seront présents sur ces classiques ardennaises et que l'on peut regarder, suivre. Euh, Qu'est-ce que l'on peut attendre concrètement de ces coureurs français en dehors de Julien Alaphilippe Bah, on veut voir Godu dans le groupe pour la gagne Liège-Bastogne-Liège. Parce que s'il a vraiment la bonne patte, comme il l'a montré à peu près sur le Tour du Pays Basque, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas accrocher un gros groupe devant. Hein. Parce que même quand il avait fait 6ème il y a 2 ans, il n'était pas très loin non plus. Donc avec un petit cran au-dessus, a priori, il peut pouvoir suivre un gros coup qui part. Moi, je le sens plus sur la flèche que sur Liège. Enfin, l'exercice du mur peut lui convenir très bien. Enfin, il a le poids et les capacités pour. Et Liège, à mon sens, il est peut-être un peu encore trop tendre et pas assez expérimenté. Pour rappel, David Gaudu était 6ème en 2019, lors de sa dernière participation sur Liège-Bastogne-Liège. Ouais, mais Godu, c'est comme Madouas, c'est des gros diesels. Hein. Tu mets des Liège-Bastogne-Liège, ça fait. En vrai, je crois que la distance réelle, c'est 270. Enfin, pour moi, ça y va très bien, quoi. Donc, moi, je vois pas trop de... oui, ça lui va, mais je suis pas très convaincu. Justement, sur le mur de 8, justement, en termes de punch, il y a mieux, quoi. Enfin, mais... j'aurais tendance. Enfin, pour moi, la Liège, il sera pour l'instant en second rideau. Enfin, j'espère me tromper, hein. Mais à mon sens, je le vois plus en second rideau. Et la flèche, c'est, on va dire, pour le grand public, c'est là qu'il fait son premier beau numéro dans le mur de 8. C'était en 2017, où il attaque, où il est le premier à déclencher. Ouais, enfin, c'est gentil d'être premier à déclencher, mais bon... Surtout que si on veut se mettre en avant un Français qui a brillé sur le mur de 8, c'est Benoît Cosnefroy. Hein. L'année dernière, quand il fait deuxième derrière Marc Hirschi, il n'y avait pas la même concurrence. J'attends beaucoup de Benoît Cosnefroy cette année sur les Ardennaises. Moi, j'aurais plutôt parlé de Barguil, qui avait fait presque une aussi belle montée. Il avait fini 4ème, lui. Et il est plus en vue en début de saison que Cosnefroy, même si Cosnefroy fait une belle flèche Brabançonne. J'ai plus d'espoir en Barguil que Cosnefroy. Après, Cosnefroy, je mets des gros guillemets. Il a la carte Jungels à jouer aussi pour son équipe. Et avec des très très gros guillemets. Bob Jungels qui est en difficulté, pour le dire comme ça en ce début de saison, qui a d'ailleurs, je crois, fait des changements de position sur le vélo pour essayer de se sentir un peu mieux, tout ça. Mais pour l'instant, c'est quand même très compliqué pour Bob Jungels cette saison. Après, Cosnefroy, il a fait que la flèche à un bon niveau, le reste, c'était pas transcendant non plus. Donc... Je crois me souvenir que sur Liège-Bastogne-Liège, l'année dernière, il me semble, il avait eu un problème mécanique au moment où la course se lançait. Et après, quand tu te retrouves à 1 minute 30 sur Liège-Bastogne-Liège, quand il reste 1 heure de course, c'est un petit peu compliqué, mais... Si t'es fort, tu le bouges. Ouais. Je veux bien que tu nous le montres, Anselme. Hein. Qu'une équipe me donne la possibilité. Et après, sinon, justement, sur Benoît Cosnefroy, il avait eu un début de saison, pour le coup, lui aussi compliqué, difficile avec ses blessures. Sa performance sur la Flèche Brabançonne, ça vous a rassuré sur ce qu'on peut attendre de lui? Oui, quand même, parce qu'on voit qu'il fait, il part de loin, il fait beaucoup d'efforts, il court n'importe comment, mais bon, ça limite, c'est pas très grave. Et puis dans les dernières bosses, chaque fois, il remettait des taquets énormes avec des braquets pas possibles. Il avait du mal à faire des différences, mais justement, il sait qu'il monte pas en pression, donc il y a des choses intéressantes. On a même cru qu'à un moment qu'il allait pouvoir rentrer sur les 3 dans la dernière bosse avant de s'écrouler complètement, mais... Cosnefroy, vrai, moi je l'attends plus sur la flèche et sur Liège, donc il a l'Amstel pour encore monter en puissance. Il fait pas l'Amstel. Ça, c'est vite réglé. T'as raison de pas l'attendre dessus. Ce sera sûrement Van Avermaet, je pense, le leader de... Ouais, c'est dommage qu'il ne fasse pas du coup, même comme équipier, mais pour prendre un peu de coffre et faire une longue course.
Bah, étant donné qu'il a pas couru, ouais, je suis assez d'accord. Enfin, ça aurait pu lui permettre, bah, comme à la Philippe, de prendre un peu de rythme. Après, est-ce que c'est pas peut-être aussi pour éviter d'avoir un peu trop de fatigue dans les jambes, parce qu'il disait sur le Tour du Pays Basque il avait pas pris le départ de la 5e étape, mais justement s'il ne court pas l'Amstel, il aura peut-être un peu moins de fatigue, de ressentir un peu moins de douleur au moment de la Flèche et de Liège. Bah, lui, il est passé au Tour du Pays Basque, même si ça n'a pas fini, donc c'est moins grave s'il saute une course et qu'il fait un peu de jus. Donc c'est pas extrêmement... Après, le Pays Basque, il l'a subi, il a pas vraiment été acteur, donc c'est pas pareil de faire une course dans les roues que de faire des efforts non plus. C'est pas très grave. Enfin, on a vu plein de coureurs souvent être un peu la ramasse sur une course par étape, et puis après être très bien sur les classiques. C'est pas... Oui, non, mais c'est vrai. Mais après, si Cosnefroy en plus se plaint d'être un peu fatigué, ou on peut se demander aussi si ça peut pas, enfin, s'il va pas être un peu en retrait, même si le fait la Flèche irait à l'encontre de ça. Je me dis que l'Amstel, ça peut être l'occasion de se rassurer vraiment. Donc, enfin, après, s'il en gagne une, tu vois, genre, on pourra juste applaudir, hein, mais Il peut en gagner une, pas comme de tu ce le dis, qu'il a Anselme. montré l'année dernière. Enfin, le mur de 8 l'année dernière, enfin, il fait deuxième. Donc, à partir de là, il a montré qu'il pouvait jouer la gagne. Mais bon, l'année dernière, il n'y avait pas Alaphilippe, il n'y avait pas Valverde. Geoffrey, un petit mot sur Cosnefroy qui ne fera donc pas l'Amstel Gold Race. Bah, du coup, je l'attends avec encore plus d'impatience sur la Flèche Wallonne. Voir ce qu'il va donner dans le mur de vie avec plus de concurrence. Et j'espère vraiment le voir pour la gagne aussi à Liège. Et donc après, sur l'ensemble de ces Français en dehors de Julien Alaphilippe, donc vous avez parlé de David Gaudu, de Benoît Cosnefroy, de Warren Barguil également un petit peu, mais surtout sur la Flèche Wallonne et sur Liège. Pour l'Amstel, ça convient moins aux coureurs français? Ça dépend, c'est que c'est le plus imprévisible aussi, c'est pour ça. Parce que par exemple, un Madouas a déjà été pas mal sur l'Amstel, et puis ça peut lui convenir un peu aussi la configuration avec le dernier tour sans le Koberg ou des choses comme ça, mais c'est plus compliqué de se dire tel Français va aller marcher sur l'Amstel. Typiquement, j'aimerais bien voir aussi ce que un Dorian Godon peut faire sur l'Amstel Gold Race avec les bonnes jambes qu'il a, mais et de savoir dans quelle configuration ça va arriver. Donc, Et pour le coup, lui sera au départ de l'Amstel Gold Race, hein. Ouais, et puis le truc, enfin, c'est que parmi les Français qu'on cite, beaucoup sont des grimpeurs, punchers, et donc l'Amstel qui est vraiment une classique, enfin, on va dire classic man, pour faire une jolie phrase. C'est plus pour des types comme Cosnefroy et Madouas, mais les autres sont peut-être un peu plus en retrait parce que Bah, justement plus tactique. l'Amstel, c'est typé pour un Turgis ou un Cocard. Les deux sont pas là. Parce que leurs équipes ne sont pas invitées, hein, pour le coup. Oui, bah, Ouais, Cocard avait fait quoi? Il avait fait top 5, je Il crois, avait l'année fait où Gasparotto gagne. troisième, non, je sais plus. Enfin, Non, je crois qu'il est Le battu po- par. Il était Le podium, battu. c'était chez les Espoirs au championnat du monde qu'il avait. Ouais, parce qu'il est battu championnat dans le sprint du peloton par Colbrelli à l'époque à la Bardiani. mais typiquement, un Turgis, ouais, ça convient vachement bien comme course, mais Ouais, c'est vraiment dommage pour Turgis parce qu'il était en bonne forme. Ça aurait été l'occasion pour lui de faire un bon truc. Ça fait partie des coureurs qui n'ont pas peur de bouger de loin et donc avec l'animation qu'il peut y avoir à tout moment sur l'Amstel. Même si cette année, l'Amstel, ça va être un peu plus particulier. Il y aura moins de bagarres permanentes pour le frottement et cette usure qui va se faire un peu comme sur les Flandriennes, vu que ce sera une course en circuit, qui aura moins de routes étroites. On tournicotera moins dans tous les sens. Ça prend 3 fois la même intersection de 3 manières différentes. Les coureurs sauront parfaitement où ils sont. Ça sera un peu différent des dernières Amstel, je pense, cette année. Et à présent, on va regarder un petit peu d'autres coureurs, des coureurs étrangers à suivre et qui se sont montrés en évidence ces dernières années. On va commencer par Marc Hirschi, le vainqueur sortant de la Flèche Wallonne, qui lui sera au départ de l'Amstel, de la Flèche et de Liège-Bastogne-Liège, mais qui a vécu un début de saison un petit peu compliqué, ou en tout cas on ne l'a pas vu énormément à son avantage. D'ailleurs, travailler pour Tadej Pogacar sur le Tour du Pays Basque. Où est-ce qu'il en est, le Suisse, actuellement? Aucune idée. À Montjuic, il était pas trop mal, il me semble, au Tour de Catalogne. Ouais, il fait 7. Mais enfin, Montjuic, c'est pas non plus. On est loin des Ardennes, hein. Tour du Pays Basque, qui est pas si mal. Enfin, il aide un peu Pogacar et McNulty dans la dernière étape, alors que ça avait déjà pas explosé. Enfin, il est
Pour moi, c'est typiquement le coureur planqué un peu dans les courses par étapes qui tout à coup va ressortir dans les classiques. Moi, je suis pas trop inquiet. Enfin, je sais pas s'il va être aussi fort que la dernière, mais je suis pas trop inquiet sur le fait qu'il va être présent à l'avant de la course. À la rigueur, pour la flèche, il peut faire un truc parce que c'est la course qui peut être le plus tranquille. Mais sur les deux autres, je le vois pas jouer la gagne. Est-ce qu'il peut aussi peut-être tirer bénéfice du collectif du AE où il y a Pogacar, on l'a dit, où il y aura également notamment Davide Formolo. Bah, si Ouais. UAE savent courir, ouais, il peut, ouais, mais bon, enfin. Pareil, à la rigueur, sur l'Amstel, avec un Trentin, il peut jouer un truc, mais c'est tout. Enfin, je le vois pas. Il y a que la flèche où il peut faire un truc sur ses qualités pures. Mais sur une course mouvementée, pour moi, il sera en retrait. C'est un petit peu la grande inconnue en quelque sorte. Marc Hirschi. Ouais, bah. Ça fait un des autres coureurs pour qui le mur de 8 sera un test parfait pour savoir ce qu'on pourrait attendre de lui à Liège. S'il est dans la bagarre pour aller défendre son titre, on pourrait attendre de lui que ce soit le leader pour Liège. Sinon, c'est que l'équipe UAE devra plus miser sur Pogacar et Formolo. Et après, en parlant de coureurs qui s'étaient montrés très forts sur le mur de 8 avant de remporter Liège-Bastogne-Liège, c'était en 2019, je parle de Jakob Fuglsang. Qu'est-ce qu'il peut faire cette année, le Danois, qui avait d'ailleurs zappé les Ardennaises l'année dernière en vue de sa préparation pour le Giro? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Jakob Fuglsang? Lui, il doit compter sur son équipe aussi. Je pense, enfin, la doublette espagnole, Aramburu, c'est Fraile, l'autre qui va courir avec lui. Ouais. C'est montré, elle, en revanche, très costaude au Pays Basque. Dans les descentes. Oui, non, mais même. S'ils sont là dans les descentes, c'est parce qu'il y a une montée avant. Tout à Ouais. fait. Parce que Fraile, son fait d'armes dans les descentes, c'est d'avoir foutu Lopez dans un panneau à une intersection. Hein. Mais moi, je pense que Fuglsang, sa force résidera surtout dans son équipe. Mais il est quand même en retrait comparé aux autres années. Enfin, et notamment à 2019, quand il gagne Liège. Bah ouais, pour moi aussi, clairement, enfin, je le vois pas dominer, je le vois subir la course, quoi. Je sais pas d'où il pourrait sortir un gros niveau, alors que là, enfin, depuis le début de l'année, il monte pas, il n'est pas très rassurant par rapport à ses anciens standards, donc je pense qu'il va être là, je pense qu'il sera dans le top 10, peut-être même des 3 courses, mais j'ai du mal à le voir faire quelque chose. On parlait de surprise à attendre peut-être pour Hirschi, pour Fuglsang, ça va être plus compliqué. Hirschi, il arrive dans une confédération où il est un peu planqué, et Puis il est c'est un plus peu jeune cher. aussi. Voilà, plus jeune. Fuglsang, il est plus vieux, il est plus régulier, et puis d'habitude, il donne plus de signes quand il est en forme, quoi. L'année dernière, quand il arrive sur les Ardennaises, on sait très bien qu'il est en grande forme. Donc là, c'est moins. Enfin, l'année dernière, non, il y a 2 ans. Là, c'est beaucoup moins évident. Geoffrey? Moi, Fuglsang, là, c'est au point que je vois l'équipe qui est alignée pour l'Amstel. Je me dis, ils ont plus de raisons de miser sur Aramburu que sur Fuglsang pour l'Amstel. En même temps, l'Amstel, étant donné que ça peut arriver au sprint, miser sur Fuglsang, ce serait débile, étant donné que. Non, mais je veux dire, de miser sur une course de mouvement en bourrinant de loin et en faisant n'importe quoi et en faisant péter le peloton, ce que l'équipe Astana sait faire. Bon, assumer derrière, après, c'est quelque chose d'autre, mais... Tu veux dire qu'il pourrait faire péter le peloton, arriver à 2 pour la gagne, se regarder et se faire battre derrière? Toute ressemblance avec un scénario déjà produit n'est purement fortuite. Moi, je vois bien Astana durcir la course et Fuglsang se rater et pas être capable de partir après. Du style miser sur le mauvais cheval. Je vois plus ça. C'est quand même pas très confiant sur Fuglsang, à ce que je vois quand même visiblement. Et on va finir avec un troisième coureur, troisième larron. Anselme est déjà en train de faire la danse de la joie. Je parle d'Alejandro Valverde, le Murcian qui a annoncé qu'il devrait prendre sa retraite à la fin de l'année, mais finalement c'est peut-être pas sûr. En tout cas, pour l'instant, on se dit que c'est sa dernière campagne d'Ardennaise. Anselme, Alejandro Valverde, il a retrouvé les jambes qui lui permettraient de gagner sur ces Ardennaises. Je sais pas s'il a les jambes pour gagner, mais après la saison de l'année dernière, je le pensais vraiment sur le déclin. Et ses 3 dernières courses en Espagne, Catalogne, Grand Premio Miguel Indurain et le Pays Basque, il a montré qu'il avait quand même retrouvé un très bon niveau. Il a retrouvé le chemin de la victoire. Et on sait qu'il sait comment courir les Ardennaises. Donc
Pour moi, il fait partie, bon, plus des grands favoris comme lors de ses belles années, mais il fait partie des outsiders plus, on va dire, qui peuvent venir voler la vedette aux grands favoris sur la ligne. Après, sa manière de courir Liège-Bastogne-Liège, c'était d'attendre que les autres se neutralisent pour les régler au sprint, après avoir mis tout le monde en asphyxie dans la montée de la côte d'Anse. Là, pour Liège, ça va être différent comme ça. C'est plus le même final, ça va nécessairement bouger plus loin. On n'aura pas un peloton de 40 coureurs à rentrer ensemble dans les rues de Liège. La Flèche, c'est une autre histoire, mais je le vois plus aussi fort que ce qui était dans ces grandes années. Le voir faire des top 10 en réglant au sprint des groupes pour la deuxième place s'il y a un mec devant, pour la 8e s'il y a un groupe de costauds, ouais, mais Valverde pour la gagne, là, je pense pas, parce que oui, il a fait un bon tour du Pays Basque, mais ses belles perfs au Pays Basque, c'était à chaque fois en battant les mecs qui étaient battus. C'était le plus fort des battus à chaque fois. Mais, Ouais, enfin, vu le niveau des deux devant, c'est pas déshonorant non plus. Hein. Enfin, honnêtement, Non, moi je je pense que m'attendais ça pas. plus que du top 10. Moi je m'attendais vraiment pas à le voir aussi fort sur ces dernières courses. Hein. Enfin, vraiment, enfin, il a très très bonne forme, je trouve, en ce moment. Donc, je sais pas s'il a les capacités d'aller suivre une attaque plein tube d'Anna Lafilippe ou des choses comme ça, mais il va quand même bien être dans les mouvements de course pour la gagne, je pense. Hein. C'est le moment d'anticiper, Alejandro. C'est le moment. Ouais, alors ça. ouais, En tout cas, comme ça a été dit, il pourra pas attendre le sprint sur la montée dense, puisque elle n'est plus présente depuis 2019. Donc pour Liège-Bastogne-Liège, il va falloir trouver une autre Notre tactique tactique. que celle Ouais, il faut qui régler un sprint marchait à très bien. 4-5. Hein. Enfin, il l'a déjà fait, il a déjà fait mieux. Donc... Ouais, enfin, après en face t'as Roglic, Alaphilippe, Pogacar, ça va vite au sprint. Hein, donc, Ça va vite, ça va vite. Mais Valverde aussi va vite. Donc, Et à présent, on va terminer avec un petit favori pour ces trois Ardennaises, puisqu'on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Commençons tout simplement par l'Amstel Gold Race, qui est ce dimanche. L'Amstel Gold Race, qui, vous l'avez déjà évoqué, se courra entièrement en circuit, avec une dernière boucle un petit peu différente pour ne pas passer par le Cauberg, comme c'est le cas depuis un petit moment. Hein. Le Cauberg n'est plus la dernière ascension de l'Amstel Gold Race. Geoffrey, pour commencer, qui est ton favori pour l'Amstel Gold Race? un Danois. Je sais pas lequel, mais un Danois. ça va être un Belge. Enfin, si, attends, je précise, un Danois sauf Fuglsang. Donc, si je te dis par exemple Andreas Kron, tu me dis qu'il va gagner. Mickaël oui, Honoré, faut non pas pousser quand même, mais un Søren Kragh Andersen, un Valgren, un Kornelsen, Bon, bah, ça t'a passé large en tout cas. ce genre de coureur. Bah, c'est l'Amstel en même temps, t'es obligé de Ouais, donc ça peut viser être aussi relativement large. une OX. Hein. Ils ont un Danois, Kinsgård, que je ne connais pas. Oh, bah, eux, ils seront à 4 dans l'échappée matinale, mais. Et il y en a un qui va peut-être résister pour aller faire un top 10, comme on l'a vu sur certaines Smicassi flandriennes. Anselme, de ton côté, qui est-ce que tu vois comme vainqueur? Pour qui est-ce que tu miserais sur l'Amstel Gold Race? Ah, moi, je vais dire Trentin. Trentin? Victoire au sprint? Costaud sur la flèche Brabançonne, grosse pointe de vitesse. Donc, il sait courir en circuit, tout ça. Donc, non, moi, je. Il sait aussi faire les efforts un peu trop tôt parfois et arriver du coup cramé au sprint et se faire battre par des coureurs plus rapides que lui. Aussi, et même par des coureurs moins rapides. Mais c'est ça qui fait la beauté du coureur. Et Johan, pour finir, favori pour l'Amstel? Il y a une équipe dont on n'a pas trop parlé, alors qu'elle a un beau collectif, notamment pour l'Amstel, c'est Neos. Et moi, je vais dire Michel Katowski, que personne n'attend, il est toujours un coureur qui sait bien sentir la course, qui est bien toujours costaud sur les classiques, qui a une bonne pointe de vitesse. Et que voilà. Après, pour cet Amstel, donc là, une édition en circuit, ça va pas changer la course animée assez ouverte que l'on a régulièrement sur cette course. La question, en fait, c'est qui va contrôler la course pour qui, en fait? Parce que la Jumbo peut essayer de faire ça pour Wout van Aert, mais on a bien vu que la Jumbo Visma sur les classiques, elle n'est pas capable de contrôler les courses. Donc,
Je sais pas qui peut se dire, ok, si on arrive au sprint en peloton à 40 coureurs, gagner à coup sûr, machin. Donc, c'est compliqué de se dire qu'il y a une équipe qui va vouloir absolument miser sur une arrivée au sprint. À présent, passons à la Flèche Wallonne qui aura donc lieu mercredi prochain avec la traditionnelle arrivée sur le mur de Huy. Ça, on ne change pas. Johan, qui est-ce que tu verrais comme vainqueur pour la Flèche Wallonne? Julien Lafilippe, je prends des risques. Hein. Gros risque, gros risque là en effet. Non, bah, c'est sa course, c'est son domaine. Il n'est pas spécialement en méforme, donc Ça peut le faire, on va suivre ça pour le champion du monde. Geoffrey, de ton côté? Jelle Van Endert. Oh, tu me le prends. Non, mais c'était juste pour la blague. En vrai, Primoz Roglic. Van Aert qui serait plus à une résurrection près sur la Flèche Wallonne. Ah non, je l'ai dit. Non, on le voit un jour par an et c'est pendant la flèche, donc. Faudra apprendre son dossard par cœur mercredi prochain. Anselme, En donc plus, c'est que son maillot fluo. Bah non, moi j'allais dire, je vais pas miser sur un vainqueur, mais j'allais dire top 10 pour Jelle Van Endert. Mais du coup, non, je sais pas. Je verrais bien une petite perf de. Allez, on va dire avec Chavez. Esteban Chavez sur le mur de vie. Ouais, peut-être pas en vainqueur, mais je le vois bien. Enfin, il est en bonne forme. Il fait son meilleur début de saison depuis 5 ans au moins, donc j'y croirais toujours à son retour. Et après, est-ce qu'il y en a un parmi vous trois qui peut voir le vainqueur partir avant le mur de vie? Ou Non. c'est clairement impossible? Faudrait qu'il ait. À voir la météo, hein. Il y a des chutes de pluie qui sont annoncées sur l'Ardenne en début de semaine prochaine. Alors, de la pluie en avril dans le nord ou en Belgique, c'est pas ce qu'il y a de plus improbable. Il faudra voir vraiment quel jour et quel moment ça tombe. Mais si on a de la pluie sur toute la course, on n'est pas à l'abri de voir un peloton s'user plus rapidement et voir quelque chose de différent. Maintenant, j'y crois pas pour autant à une différence qui se ferait avant le mur de vie. Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, pardon, ça réduirait la taille du peloton, mais ça risque quand même de se jouer sur une course de côte. Et pour finir, cette semaine des Ardennaises, Liège-Bastogne-Liège, qui est donc de retour. Hein. L'arrivée est de retour dans Liège depuis 2019. Anselme, un vainqueur pour la doyenne? Valverde pour rejoindre Merckx. Tu y crois Moi, je pense que c'est même celle qui a le plus de chances de gagner. Johan? Valverde aussi ou pas? pour moi, Marc Hirschi, parce que je vois tout le monde l'enterrer, et puis moi, non, il va être présent, il va gagner, du coup. Hein. Aussi simple que ça. Il peut profiter d'avoir été moins en vue sur ce début de saison. Ouais, donc, à mon avis, ça va se faire la pédale, donc profiter de. Tu sais, quand t'es 4 et que tu vois que t'es dans les plus forts, les autres ils te regardent, ouais, ok, mec, Il n'est pas là par hasard. on quoi. s'est quitté, on sait ce que tu vas faire. Hein. Et Geoffrey, pour finir, alors Geoffrey, quand on avait préparé l'émission, tu nous avais dit c'est un peu tôt pour savoir, pour désigner un favori pour Liège-Bastogne-Liège. Est-ce que tu as pu en trouver un ou tu restes sur ton avis, c'est trop tôt? Si Julien Lafilippe gagne la flèche, je le mets comme favori numéro 1 pour Liège. Sinon, je sais pas trop, et on va dire pour son style sur un vélo, Mauri Van Sevenant. Il peut faire pâlir Boukmol et Chris Froome à la fois. Ça reste dans l'équipe de Colin Quickstep en tout cas. À ce que je vois. Encore faut-il qu'il soit au départ. Je sais pas s'il est annoncé. J'ai regardé la start list, là, provisoire, mais j'ai été vérifié. On suivra tout ça avec attention, bien évidemment. Et on arrive tranquillement, mais sûrement à la fin de ce podcast. On a évoqué les principaux coureurs à suivre pour ces Ardennaises et les favoris d'Anselme, Johan et Geoffrey sur l'Amstel Gold Race, sur la Flèche Wallonne et sur Liège-Bastogne-Liège. On se retrouvera après ces 3 classiques pour voir qui a eu le plus raison et qui s'est le plus trompé. On verra si Julien Lafilippe n'a pas levé les bras trop tôt et si Alejandro Valverde peut gagner une nouvelle fois avant de prendre sa retraite. Anselme, Johan, Geoffrey, merci à tous les 3 d'avoir été présents avec moi aujourd'hui pour ce podcast Chasse Patate. Et donc en attendant de se retrouver d'ici une dizaine de jours, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram.
N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.